Et Traoré, nous avons un autre auditeur. Hein. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Barry. Bonjour à l'honorable docteur Gouressi Kondé. Oui, monsieur Sidibé Aboubacar. Bonjour. Merci. Oui, bonjour. Je ne cesserai jamais de poser la question, la problématique de logement, de la cherté des loyers, n'est-ce pas, aux honorables députés. Plusieurs fois, j'ai posé cette question à l'honorable, où en êtes-vous avec, n'est-ce pas, l'homologation de prix des loyers, des prix des denrées de première nécessité. Parce que j'ai comme l'impression, honorable, que dans ce pays, il y a beaucoup, je suis désolé de vous le dire, il y a beaucoup plus de discours que de la pratique. Et il faut que ça cesse. Les besoins, vous savez, vous êtes dans une société où la population devient de plus en plus exigeante. C'est un peu ce que vous devez savoir. C'est ce que vous devez savoir. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est justement par rapport à l'éducation. Vous êtes, je crois, le président de l'éducation, de la commission éducation à l'Assemblée nationale. C'est justement par rapport, n'est-ce pas, au manque des enseignants à l'intérieur du pays. Quelle est votre lecture de ce état de fait? Aujourd'hui, nombreux sont des gens qui sont affectés à l'intérieur du pays, mais ils ne vont pas. Qu'est-ce qu'il faut pour encourager ces enseignants-là, fonctionnaires, d'aller à l'intérieur du pays? Parce que nombreux sont nos professeurs, nos villages. Il y a des écoles, il y a des concessions scolaires, mais on n'a pas d'enseignants. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à cela? Merci et bon suite de programme. Merci à vous, monsieur Sidibé Aboubacar. Clin d'œil à Clara Fakoli Koroma qui nous suit. Hein. Il y a un autre auditeur, on va lui donner la parole très rapidement, puisque notre invité est un enseignant. Hein. Il prend note. Après, on lui donnera la parole pour quand même répondre à toutes ces questions. Bonjour, monsieur. Monsieur Barry. Oui, monsieur Mamadi Kondé, bienvenue dans cette émission. Auditeur Vision Alpha Kondé. Bonjour, mon père. Ici Kondé. Bonjour monsieur. Baobab de Kouroussa, l'un des Baobab de Kouroussa. J'ai quelques questions pour mon père. D'abord, je vais féliciter le doyen parce que il y avait une barrière qui était vraiment entre le doyen et nous les militants farces du RPG. Mais le doyen, grâce à vraiment à sa clairvoyance, il a été aussi patient, il a pu quand même casser ces barrières. Nous le disons, merci. Mais est-ce que dans l'avenir, il est prêt à être toujours proche aux militants du RPG Arc-en-Ciel? D'ailleurs, il faut qu'il accepte d'ailleurs de venir militer au sein de RPG Arc-en-Ciel, de s'approcher aux militants du RPG Arc-en-Ciel. Parce que il est l'un des leaders charismatiques de ce pays, comme Baraka Alpha Kondé. Moi, partout où je vois vraiment quelqu'un de compétent, et je le souhaite toujours de venir vraiment rejoindre notre grande formation politique, parce que avec monsieur vraiment, monsieur Kondé, auprès de son grand frère Baraka Alpha Kondé, ça c'est du progrès. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comment c'est-il que comment un doyen peut qualifier l'attitude de certains de leurs confrères aujourd'hui, après le décès de notre doyen Kaoukare, paix à son âme, nous avons vu certains leaders politiques de ce pays qui n'ont pas compati avec le peuple de Guinée, et pourtant le peuple vraiment était beaucoup attaché vraiment à la mort de ce monsieur. Le peuple était beaucoup touché. Est-ce que ceux qui ont vraiment sans réjouir vraiment à la mort de notre cher frère Kaoukare, est-ce qu'on ne doit pas leur conseiller de changer leur façon de faire? Parce que nous sommes tous des politiciens, peut-être ils sont des leaders politiques, mais le vivre ensemble encore, le peuple de Guinée, et ça aussi doit beaucoup être privilégié par eux-mêmes. Merci, et ils continuent à prendre position comme certains d'autres ont fait. Est-ce que ça va pas révolter d'autres comme d'autres? Merci à vous, monsieur. Merci à vous de nous avoir rappelé. Il y a un autre auditeur qui va garder la ligne. On va aller vite avec notre invité, parce que ça veut beaucoup de questions là. C'est monsieur Mamadi Kondé. Hein. Mais honorable,
j'ai même voulu vous poser cette question. Hein. Il y a eu une disparition de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, puisqu'on parlait de l'éducation, Monsieur Ibrahima Khalil Konaté. Quelle est votre réaction Quelle a été votre réaction quand vous avez appris la mort de cet enseignant? J'ai récité le verset coranique qui sied à l'annonce d'un décès. J'ai salué la mémoire de l'illustre disparu. Et quoi que l'on soit, d'où que l'on vienne, qu'on soit de gauche ou de droite, on meurt un jour. Et c'est ce jour qui est le jour du pardon. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'adversité, tu n'as plus d'adversaire. Tu n'es que devant le bilan, en amont et en aval. Le bilan, donc ce que tu as fait pendant ton existence, et là où tu vas rendre compte. Nous ne sommes plus des juges de cela. Le monsieur dont il est question, le ministre Kao Karé, fut un grand militant politique, très engagé, très dévoué, et il est important que le dévouement soit salué, quel que soit, s'il n'a pas commis de crime, n'est pas condamné, et même si tel était le cas, c'est dans le cadre de son engagement. Moi, je pense que nous devons saluer la mémoire et retenir que les adversités, les concurrences et les compétitions s'arrêtent le jour de la mort. Que répondez-vous à cet appel de pied qui vous avez fait par ce militant du RPG Arc-en-Ciel? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime que les gens invitent au lieu qu'ils condamnent. Moi, j'aime que les gens rassemblent au lieu de repousser. Je le salue. L'Alliance pour le renouveau national, l'ARENA, est un parti de paix. Et je pense que tout le monde est concerné par la paix. Je parle de paix parce que je veux le développement. Je parle de paix parce que je veux l'unité nationale. Je parle de paix parce que je veux que chaque Guinéen soit préoccupé par des questions d'intérêt national et qu'il y a un niveau de vie qui sied aux Guinéens que nous ne pouvons pas atteindre si nous restons dans la politique. C'est-à-dire, lorsque vous avez de l'or, vous avez du diamant, vous avez de la bauxite, vous avez des minerais, vous avez des montagnes, vous pouvez faire l'élevage, vous pouvez faire la pêche, vous avez la mer, je ne sais, vous avez le soleil, vous avez l'eau. Donc, la pluviométrie guinéenne, c'est incomparable dans la sous-région et même sur le continent. Pourquoi nous devons être pauvres? En quoi nous sommes pauvres? Ce sont nos mentalités qui nous rendent pauvres. Moi, je pense que rassembler, inviter au rassemblement, naturellement, est une bonne chose et je salue la démarche. Il faut continuer. Vous êtes prêt à faire le pas? Écoutez, non, pourquoi pas? C'est-à-dire que celle n'est pas la question. Moi, j'ai été membre du présidium de campagne du professeur Alpha Condé pendant les dernières élections. Et j'ai accueilli avec beaucoup de plaisir. Je n'ai pas changé de discours. J'ai salué le représentant de l'UFDG à Kankan, Amadou Bari, qui a dit si des discours comme ça pouvaient être entendus dans le RPG, on serait tous RPG, il n'y aurait même pas de problème. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas l'étiquette. Quand moi je vais chez moi à Balan, dans la sous-préfecture de Kenyero, personne ne me pose la question de quel parti tu es. On me donne l'écharpe jaune, on me donne la calebasse et l'eau, et on me dit, voilà ce que tu dois dire à ton grand frère, et voilà ce que tu dois dire. Moi, je le dis, et j'assume d'ailleurs ça, parce que tout ce qui me permet de décomplexer les relations, de rapprocher les gens, de rassurer que nous sommes tous des Guinéens avant tout, et c'est ça. Cela ne m'empêche pas de parler avec les uns et les autres, parce que le bénéfice et l'avantage que les Guinéens m'accordent, et je salue la classe politique guinéenne pour ça, personne ne me dit pourquoi tu as parlé avec Selou, pourquoi tu as parlé avec Sidia, pourquoi tu as parlé avec Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, et pourquoi tu es avec Ahmed Damaro Kamara, et ami de Kassori, et frère du président de la République, l'ami de Selou Dalen Diallo. Moi, je suis Kouressi Kondé, et c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. On va revenir aux autres questions des auditeurs, parce qu'il y a deux questions qui se recoupent. Il y a la question de Excellence Baldé et celle de M. Sidibé Aboubakar. C'est par rapport à la répartition des enseignants
enseignants à l'intérieur du pays. Il dit que oui, il y a disons à l'intérieur du pays, il y a des villageois, excusez-moi du terme, qui cotisent pour construire, ou des associations, donc des ressortissants qui construisent donc des constructions scolaires, mais là il n'y a pas d'enseignants. Est-ce que vous comprenez ce problème? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que vous partagez ce constat? Vos auditeurs, chaque fois que je passe dans votre émission, je suis impressionné par la pertinence et la qualité de certaines questions. Non, je ne parle pas des réactions, je parle des questions. Bon, ce que M. Baldé a dit, ce que M. Sidibé a dit et ce que M. Traoré a dit sont autant de questions d'intérêt national, de préoccupation et d'observation. Alors, il faut d'abord faire la part des choses. Il ne faut pas dire, puisqu'il est préfet, il a tous les moyens pour régler ça. Puisqu'il est député, il a tous les moyens pour régler ça. Même quand il est ministre, il n'a pas de moyens en dehors du moyen humain, de l'adhésion humaine, de la compréhension humaine. Je suis le plus concerné parce que je surveille et je veille et je partage les préoccupations villageoises. C'est un peu ça l'arène de mon parti politique, donc la politique de proximité. Que les villageois cotisent pour payer l'enseignant, ça ne fait pas honneur à la République. Et lorsque je vois les élèves sous le hangar, à l'école primaire, et dans des hangars préfabriqués à l'artisanal, ça ne fait pas honneur à la République. Il faudrait s'en sortir. Il faut sortir de là. Il faut le faire avec responsabilité. Et chacun de nous a sa part de responsabilité. Le gouvernement est interpellé. Lorsque le gouvernement est interpellé, le gouvernement montre ses possibilités, ses intentions et ses possibilités. Donc, les intentions sont une chose, les possibilités sont une autre chose. De quoi s'agit-il? Les budgets sont votés, repartis, contrôlés, et souvent en adéquation avec les partenaires au développement, les partenaires financiers internationaux, etc., etc. Il n'est pas interdit que les associations construisent, mais il est recommandé que ce soit l'État qui construit, parce que la construction des écoles, les programmes des écoles doivent être nivelés, doivent être au même niveau. Moi, je pense que la Guinée vient de loin. Nous avons 60 ans d'indépendance. Il y a encore tout l'avenir devant nous. Quand les questions pertinentes comme ça sont soulevées, il n'y a pas à discuter. C'est vrai, l'école guinéenne est en difficulté et les états généraux que nous appelons de tous nos voeux doivent constituer un carrefour pour discuter de ces questions-là, parce que les parents d'élèves ont le poids sur les épaules et sur la poitrine, les villageois ne comprennent plus rien, les enseignants ne veulent pas partir à l'intérieur du pays, le flux migratoire, donc l'abandon des cités rurales pour aller vers les grandes cités crée autant de problèmes. C'est pourquoi le développement, le lancement de l'initiative agricole, l'épanouissement, le développement de l'entreprise agricole en Guinée est aussi une solution de mobilisation des ressources humaines dans les zones rurales. Oui, d'autres questions qui restent posées, mais je vais donner la parole à cet auditeur. Les logements sociaux, oui, les logements sociaux, nous y reviendrons longuement, on aura. Permettez, je vais donner la parole à cet auditeur-là. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Ougaïlou. Oui, monsieur Ougaïlou. Bonjour à votre invité. Oui, bonjour, allez-y. Merci beaucoup. Est-ce que notre pays-là ne se ressemble pas un peu à la système de l'Union soviétique? Cela veut dire pourquoi je l'ai dit. Voyez le cas qui se passe là au Tigri actuellement, comme à Gawal aussi. Et toutes les frontières sont fermées. On est bloqué. Il fait qu'il a nous donné des balles réelles. Le reste d'autres personnes qui sont à Conakry, c'est pour les arrêter et de les mettre dans la maison d'arrêt. Bon, le CDAO n'a qu'à s'occuper le problème de la Guinée. Sinon, ça ne va pas ici. Et c'est devenu une plaque de... Oui, excusez-moi, est-ce que vous avez des questions précises sur le thème du jour, l'éducation et autres? Est-ce que vous avez des questions relatives à ces thèmes-là? Merci à vous. Nous avons un autre auditeur. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour, monsieur Barry. Oui, bonjour à votre invité. Oui, monsieur. Bonjour aux différents éditeurs de la grande radio Vagensin. Oui, monsieur Mamadou Moussa. Ouais, c'est moi, Mamadou Moussa Balde depuis Koza. Bon, moi, concernant l'éducation, je pense qu'il faut appliquer une politique, c'est-à-dire de recrutement au niveau régional.
Vous savez, c'est un peu très difficile de prendre un jeune qui est né à Conakry, qui ne connaît que Conakry. Donc, vous l'envoyez à l'intérieur, surtout dans des préfectures sous-préfectures très reculées, qu'il vit là-bas pour enseigner. Mais peut-être quand on dit qu'il y a un recrutement concernant l'éducation nationale, on essaie de recruter les gens au niveau des différentes régions. Par exemple, moi, si je suis de Kankan, donc les gens de Kankan, Mandiana, Kouroussa, ainsi de suite, donc compétissent au niveau de la région de Kankan pour servir la région administrative de Kankan. Je pense que ça pourrait apporter, c'est-à-dire l'abandon des enseignants au niveau des écoles. Donc c'est un facteur qu'il faut trop penser et repenser, parce qu'il est fréquent certaines sous-préfectures. Donc il y a des enseignants envoyés, mais une fois là-bas, ils ne partent plus, alors que l'État encore continue à les payer. Donc pour lutter contre ce fléau, il faudrait essayer de décentraliser, surtout c'est-à-dire le recrutement au niveau de l'éducation nationale, que ça soit un recrutement régional. Je pense que ça pourrait réduire. Maintenant, concernant très rapidement, la vie politique... Allô? Oui, allez-y, monsieur. Voilà, donc, concernant la politique, je pense votre invité, il a parlé d'un plan. La politique, c'est pas la haine, c'est pas la guerre. Donc, il faudrait que les Guinéens comprennent. Moi, je peux être de RPG et l'autre est de l'IFDG. On est dans le même quartier, on partage les trucs ensemble. Donc, ça ne va pas affecter nos vies sociales. Donc, il faudrait que nous, les Guinéens, nous comprenions cela. Un exemple palpable, illustratif, le président, ex-président ivoirien et l'actuel président ivoirien nous a montré, après combien de mille morts, donc ils se sont retrouvés sur une table pour encore discuter les questions, les solutions éventuelles pour le développement de leur pays. Mais nous comprenons, depuis que le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour ramener un parti politique au dialogue nécessaire. Donc, il y a certains partis politiques qui merci à vous, monsieur Baldero. Vous êtes largement compris parce qu'il y a beaucoup de questions à évacuer et d'autres aussi à poser. Oui, je vais vous donner la parole. Vous pouvez donc commencer par la question que vous voulez. Hein. Oui, écoutez, encore une fois, merci à vos auditeurs, surtout à ceux qui posent des questions et qui font des propositions. Monsieur Traoré, que je salue, a parlé de la situation de la violence. Bon, il a cité Kourza, il aurait pu citer... il a dit Sigiri aussi et Kankan, la Haute-Guinée, il a parlé de la Haute-Guinée. Il cite Kourza, il aurait pu éviter Kourza pour parler de... Mais d'accord, j'accepte. J'accepte qu'il ait parlé de Kourza. Très bien, parce que c'est vrai ce qu'il dit. Derrière cette préoccupation, il y a une observation sociologique importante. C'est l'or. C'est l'orpaillage. C'est-à-dire que c'est l'exploitation artisanale de l'or. L'or a toujours été suivi par le shaitan. L'or a toujours été entouré par la violence. L'or. Que ce soit ici, que ce soit au Colorado, le duel entre individus, c'est à cause de l'or. Et il faudrait d'abord que la société en tienne compte. Et la prolifération des zones d'exploitation crée aujourd'hui un embarras pour le gouvernement et pour la société. Vous allez dans certaines villes et dans certains villages de la Haute-Guinée, même dans les concessions, on creuse pour chercher de l'or. Il faudrait qu'effectivement, et cet appel est important, que les Guinéens sachent que cet or, c'est notre or. C'est le bien naturel que Dieu a donné à la Guinée. Et que comme tout autre trésor, il est assujetti à des règlements. Et il faut que ces règlements-là soient respectés. Il ne faut pas que l'administration du territoire, je parlais des sous-préfets et le ministre, le général Brahma Condé en parlait la dernière fois, il faut éviter la corruption à ce niveau. Parce qu'il y a le danger derrière. Ce qu'il dit n'est pas politique. C'est-à-dire que les révoltes au niveau des zones aurifères, ce n'est pas des révoltes politiques. C'est l'or. C'est-à-dire que l'acquisition du bien immédiat, l'enrichissement immédiat.
Ça pousse l'homme à la violence. Il faut une législation, il faut de la pédagogie, il faut des explications pour dire que dans les autres pays, c'est l'État qui s'en occupe. Lorsqu'on laisse les populations s'en occuper, c'est parce qu'on pense que ça peut permettre de combler certains vides et d'arrondir certaines fins de mois. Mais, encore une fois, il faudrait que les sociétés, donc les sociétés coutumières, traditionnelles, les associations de jeunesse et l'administration locale puissent convertir ce bien, cette réalité naturelle en modèle de développement. Oui, honorable. À présent, on va parler du volet politique avec ce dialogue social et politique. Le Premier ministre vient dans un communiqué, je rappelle qu'il est le président aussi de ce cadre de dialogue, demander aux différentes parties prenantes de désigner les représentants donc au sein de ce cadre. Mais aujourd'hui, il y a des partis politiques de l'opposition et non les moindres. Je parle de l'IFDG, de l'IFR qui dans un communiqué dit que ce cadre de dialogue ne garantit ni l'inclusivité, ni la parité, dit ne pas être concerné par ce dialogue. Comment faire en sorte que tout le monde puisse y retrouver son compte? Je voudrais d'abord brièvement et très rapidement revenir à la situation des avocats. Le barreau, le bras de fer entre le barreau et le ministère de la Justice. Moi, je pense qu'il faut un esprit d'apaisement. Il faut un comportement de résolution de crise. C'est-à-dire que le bras de fer, en pareille circonstance, ne profite pas aux principaux concernés, c'est-à-dire que ceux qui sont en détention et en privation de liberté. Encore une fois, mon souhait est que les Guinéens concernés retrouvent leur liberté. Mon constat est que la justice pénale a suffisamment retardé ce processus. C'est incompréhensible. Et ce que je salue, c'est les démarches que le président de la République a développées. Premièrement, en s'intéressant aux victimes. Moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire que les acteurs politiques ne seront réellement politiques que lorsqu'ils savent imaginer et peser et travailler dans le sens des conséquences de leurs paroles et de leurs actions. Donc, les victimes, morts d'hommes, perte en vie humaine d'une manière générale, dégâts matériels, ponts cassés, le voisinage détruit, sont aussi graves pour la société, plus graves que la privation de liberté. Alors, le fait que le gouvernement s'intéresse aujourd'hui aux victimes est salutaire, premièrement. Deuxièmement, que ceux qui sont détenus, puisqu'on est pratiquement à 8 mois, sans avoir aucune idée précise sur les niveaux de responsabilité, je souhaite vivement que la justice pénale n'attende pas que ce soit l'élargissement, le droit de grâce du président de la République qui soit la solution. La solution doit être la justice, situer les responsabilités et la relaxe pure et simple lorsqu'on est en correctionnel. Moi, je pense encore une fois que la preuve a été donnée que lorsqu'un certain nombre de personnes sont mises sous surveillance, il y a le calme dans la cité. Alors, il faut les libérer pour leur dire, écoutez, votre absence a entraîné ceci. Il faut que votre présence développe cela. Moi, je dis encore une fois que ces acteurs doivent venir au dialogue. Pourquoi? Je vais dire 2 raisons. La première raison, c'est la signification qu'on donne au dialogue. Le dialogue, c'est la conversation. Le dialogue, c'est l'échange. Le dialogue, c'est la recherche de vérité. Alors, lorsque vous dites, je ne vais pas au dialogue parce que nos bureaux, notre état-major, le siège de notre parti n'est pas ouvert. Je ne vais pas au dialogue parce que j'ai des compatriotes, des leaders, des personnalités de mon parti politique qui sont dans les prisons. Vous êtes dans le dialogue là. Parce que vous êtes dans les préalables. Donc moi je salue cette bonne volonté du président de l'IFDG. Donc les portes ne sont pas totalement fermées. Les portes ne sont pas fermées en ce qui lui concerne. Il pose ses conditions. Et j'invite le gouvernement, j'en appelle à la compréhension par le gouvernement de ces questions-là pour que ces questions soient évacuées. Mais aux uns et aux autres, surtout à ceux qui ne veulent pas venir, pour leur dire que dans une certaine mesure, la table de dialogue est une justice douce. C'est à la table de dialogue qu'on peut parler des torts, on peut parler
des incorrections, on peut parler des retards, on peut parler des frustrations et des blessures, on peut parler aussi de réparation des dommages. C'est à la table de dialogue. Lorsque vous ne venez pas aux élections législatives, lorsque vous ne venez pas, donc vous n'êtes pas au Parlement, vous ne venez pas aux élections présidentielles, ou vous venez quand même. Lorsque vous ne venez pas au dialogue, ça fait une accumulation de retard. Et je ne veux pas qu'un parti politique, aussi important que l'UNDG, soit en dehors du système politique et démocratique de notre pays, vu son importance. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont sceptiques? Ils disent oui, par le passé, on a eu des rounds de dialogue qui n'ont pas apporté grand-chose. Moi, je les comprends. C'est parce qu'il n'y a pas eu la guerre. Est-ce que le gouvernement a donné suffisamment de garanties pour dire cette fois-ci? Je vais vous aider, Monsieur Lamine Bari. Je salue votre compétence et les pertinences de vos questions et de vos interpellations. Et je dis, notre pays n'a pas connu la guerre, heureusement la guerre. Notre pays n'a pas connu de rébellion active sur le territoire. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de dialogue, les gens ont l'impression que c'est du simple plaisir. C'est la première fois, c'est en janvier 2021 qu'un décret a institué officiellement dans les organes de la République un cadre permanent de dialogue. Premièrement, présidé par le Premier ministre. Troisièmement, le Premier ministre demande maintenant que le cadre soit meublé. Mais allons au cadre du dialogue. Parce que de toutes les façons, il y aura le dialogue. Si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants ou nos petits-enfants. Ce que nous avons comme héritage aujourd'hui est tellement lourd qu'il faut absolument un esprit de dialogue. Alors, si nous ne sommes pas capables de nous réunir, le jour où le représentant des Nations Unies ou le représentant de la CEDEAO viendra nous réunir, on va se réunir, ils vont partir, nous allons nous désunir. Finalement, quelle leçon laisseront? Alors, encore une fois, le dialogue est incontournable. Ceux qui disent il y a eu des dialogues ou il n'y aura pas de dialogue n'ont pas capté que c'est eux qui doivent faire le dialogue. Madame, je vais donner la parole à ce dernier auditeur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Bari. Bonjour, madame Mariama Bari. Bienvenue dans cette émission. Merci bien. Je dis bonjour à l'invité, l'honorable. Merci, madame. Depuis 2011, je ne peux qu'écouter l'honorable Condé, mais il parle bien, ça donne à réfléchir. Tout ce qu'il dit vrai. Mais je ne crois pas si ça a apporté de fruits, là. Mais notamment, comme du jour au lendemain, la violence n'a fait que s'empirer dans ce pays. Il a beaucoup parlé, mais ça n'a pas porté assez de fruits. Par rapport à l'éducation, j'aimerais lui mettre au courant d'une chose qui s'est passée chez moi, dans mon village, à 15 000 km de la commune urbaine de Dalaba. Nous, chez nous, on a 2 écoles primaires, un centre de santé et un collège, tous construits par des ressortissants. Mais lors de l'inauguration de ce collège, le président de la République en personne était présent, c'est lui qui a coupé le jour. Mais depuis 3 ans, ce collège n'a pas un professeur de mathématiques ni un professeur de physique. Et ce jour, le nom de l'école s'appelle professeur Alpha Condé, il était présent. Depuis lors, il a quitté, même nous envoyer un demi-professeur, il n'a pas fait. Ça, c'est vraiment dans un pays. On parle de l'éducation, tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Si vous voyez que les ressortissants ont fait tout pour avoir 2 écoles primaires, un centre de santé et un collège, ne se passe pas dans ces districts à l'intérieur du pays. Rarement que tu vois un district à un collège. Mais chez nous, on a eu la chance de voir un collège. Mais le professeur n'a même pas daigné nous envoyer des professeurs. Aujourd'hui, les professeurs qui sont là-bas sont payés par la communauté. Merci à vous, madame. Merci à vous. On va aller vite. Cette intervention-là, il y a 2 pans. Docteur Sékou Kouressi Condé, c'est quelqu'un qui prône la paix. Par le passé, vous avez été cofondateur de Crisis Group. Vous parlez de la paix dans vos discours. Mais elle a l'impression que oui, est-ce que vous pensez, peut-être que vous pressez dans le désert? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Vous dites, tenez. Mais non, pas du tout. Que les acteurs ne m'écoutent pas. Non, pas du tout. C'est-à-dire que le conflit fait partie du genre humain. The conflict is part of a human being. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la paix totale, il n'y aura pas la cohésion totale sans une conscience totale, sans une conscience globale, sans une conscience nationale. Et lorsque vous parlez aux individus, et c'est ça le dilemme,
lorsque vous parlez au président de la République, vous parlez à ses opposants, et constitutionnellement reconnu d'ailleurs, vous parlez aux militants, personne ne dit je vais brûler la Guinée. Aucun. Personne ne dit je vais détruire cette partie de la Guinée et laisser cette partie de la Guinée. Le jour où vous penserez à ça, pensez automatiquement qu'il n'y aura plus de Guinée, il n'y aura plus de République de Guinée. Il n'y a pas de Guinée sans le Fouta. Il n'y en a pas. Il n'y a pas le Guinée sans la Haute-Guinée. Ou la Guinée forestière, ou la Basse-Côte. Il n'y en a pas. C'est nous tous qui sommes la Guinée en question. Alors, je reviens rapidement à Madame Barry, que je salue pour sa constance, parce que c'est quand même une conscience citoyenne qui amène le citoyen à s'exprimer régulièrement, à constater depuis 2011, à suivre depuis un certain temps, et puis à parler d'un exemple concret dans un village. Moi, j'aime les villages. Je suis d'un village que j'aime beaucoup, que j'adore d'ailleurs. Comme chacun a le droit de le faire. Mais la responsabilité, ce n'est pas le président. Ça. Lorsque on a le courage, on a la patience et de fournir l'effort de construire une école, un centre de santé, etc., c'est l'État tout entier qui doit vous satisfaire. Mais vous ne pouvez pas construire et laisser comme ça. C'est-à-dire, le gouvernement a sa part de responsabilité. Nous, les ressortissants, nous avons notre part de responsabilité. Nous applaudissons les organisations. Je donne un autre exemple, Sareboal, dans la préfecture de Mamou, où il y a une organisation centrale qui, en contact avec les ressortissants de tous les pays du monde, construit, surveille et paye les élèves. C'est-à-dire que dans le processus de construction, le paiement, le salaire est intégré. Voyez-vous, il y a d'autres villages que je connais, parce que les Guinéens sont obligés maintenant de s'organiser par ressortissants, et l'État, je dis, l'État est en train d'applaudir ceci, mais ça n'aide pas l'État en fait. C'est-à-dire que le rôle régalien doit être laissé et abandonné à l'État. Si l'État ne le fait pas, les citoyens d'une génération à l'autre vont se substituer, et ce n'est pas bon en fin de compte. Donc, je salue ces démarches-là. Et je dis encore une fois qu'il est de notre responsabilité de le dire. Il est de la responsabilité de tout un chacun de chercher la solution à cela. Honorable, cette dernière question, hein, j'ai parlé avec certains hommes politiques, même de la mouvance présidentielle, qui m'ont dit, docteur pouvait être un bon ministre de l'administration du territoire, un bon ministre. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec le président de la République en tant que membre du gouvernement? Mais moi, je travaille déjà. Oui. Je n'attends pas. Est-ce que vous êtes prêt à être ministre ou... Écoutez, bénéficier d'un décret. Là, vous êtes député. Moi, je suis prêt à tout ce qui va dans le sens de la paix et du développement de ce pays-là. La question ne se pose pas en personne. Je me porte bien, Dieu merci, je vis normalement, et ce que j'apporte, je ne suis pas pessimiste. J'encourage les Guinéens à l'optimisme. J'encourage à la dépolitisation des questions de développement. Moi, je pense qu'on a 3 ans sans élection phare, on a 3 ans pour s'entendre, comprendre et aller au développement. Je peux me tromper, mais je ne trompe pas. Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous, hein, honorable, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci pour avoir retourné cette formule. Salutations aux habitants de Balan, hein, c'est dans la sous-préfecture de Kignero. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à vous, honorable, d'être venu dans ce studio hein, pour répondre à mes questions ainsi que celles des auditeurs. Hein. C'est la fin donc de ce numéro ce matin. Les opérations techniques ont été conduites côté radio par Youssouf Kamara. Les caméras ont été tenues par Mohamed Sangaré et Alassane Simakan, le gros célibataire. Merci également à Vabako Ivogien qui monte cette émission et toute son équipe, Kadiatou Magasuba et Missiram Bangoa. Merci à toute la régie placée sous la coordination de Francis Saba. Merci également à Mohamed Sanoussi Sako qui s'occupe de la page Facebook et YouTube de cette émission. Mon nom c'est Mamadou Lamine Bari. On se retrouve demain, Inch'Allah, au compte du dernier numéro de la semaine. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie du reste du programme du groupe Évasion Guinée. Au revoir.